cem-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler des champs d'application, des méthodes de communication et d'hypnose, notamment utilisées en politique, en nudging pour diriger une société par exemple. Nous allons donc parler, si je puis dire, de santé sociale. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le passionnant Dany-Dan Debex, que j'ai déjà reçu. Vous êtes docteur en psychologie clinique, diplômé également de l'UCSHE. Vous êtes enseignant en hypnose appliquée en médecine. Vous avez enseigné notamment l'hypnose médicale à de nombreux médecins pour l'anesthésie par hypnose, par exemple pendant les opérations chirurgicales. Vous êtes fondateur et ancien directeur de l'École centrale d'hypnose. Vous avez également travaillé pour des services de renseignement. Et vous êtes l'auteur du livre « Techniques secrètes de l'hypnose pour mieux communiquer » aux éditions Guy Trédaniel. Dany-Dan Debex, bonjour. Bonjour Gilles. J'imagine que vous allez bien comme d'habitude. Et je voudrais savoir, aujourd'hui, on pourrait commencer directement par évoquer en politique quelles sont les techniques les plus utilisées pour séduire l'auditoire et puis l'électorat. Eh bien, les techniques, elles sont nombreuses en fait, parce que beaucoup de gens confondent communication et outils de communication. Et dans les outils de communication, on peut utiliser la communication, mais bien souvent, ça n'en est pas. La communication hypnotique, que moi j'enseigne, c'est l'art d'influencer en douceur par le langage, la présence, la structure du discours. Ce sont des astuces, en fait. Ouais. Et beaucoup de politiciens l'utilisent. Je préfère que ce soit utilisé, bien sûr, par les thérapeutes, mais... Et il n'y a pas que qui l'utilisent. Non, et vous avez travaillé avec bon nombre de politiciens, donc c'est pour ça que je vous fais venir aujourd'hui, puisque vous avez une expérience, je dirais, énorme du giron politique. Alors, par quoi est-ce qu'on commence ? Disons que... Comme vous voulez, c'est là par l'art d'influencer en douceur, par le langage. Par le langage, allons-y. Par la structure, par du discours, orienter, focaliser l'attention, utiliser plein de formes en fait. D'accord. Comment est-ce que vous attirez l'attention d'une foule, par exemple ? Alors déjà, si nous sommes devant une foule, rien qu'à l'entrée, puisque la communication hypnotique commence déjà en entrant devant le public. On ne doit jamais arriver de face, du fond de la scène, si on a un grand public. D'accord. Parce que on passe pour un agressif. On ne doit pas arriver non plus par la droite du public, donc avec le public à notre gauche, puisque si on va dire bonjour, dans ce cas-là, on va se tourner vers notre gauche et faire un petit signe de notre main gauche, la main du diable, la main impolie. Donc, il faut que nous arrivions par la gauche du public. Très bien. Avec un petit bonjour avec la main droite. On visualise la scène. Et puis quand on sortira de la scène, on sortira en face, mais pas par où on est venu. D'accord, donc en fait on fait un circuit. Voilà, on arrive par le passé du public et on sort par leur avenir. Bien, et comment est-ce qu'un politicien regarde en fait la foule ? J'imagine qu'il n'est pas tout tremblant en train de regarder le premier rang, comment ça se passe ? Alors déjà en entrant, quand on a fait cette entrée, on regarde, c'est comme une lettre, on regarde notre feuille, on regarde le centre du public, puis on s'en va vite fait à l'extrême gauche, là-bas au fond, puis à l'extrême droite, puis on redescend au milieu, puis on zigzague un petit peu pour faire notre signature en bas à droite. Si bien qu'on a en quelque sorte embrassé le public en intégralité. Sinon, si on regarde un endroit du public, les autres inconsciemment se sentent lésés. Donc en fait, il y a une sorte de balayage déjà pour prendre en compte balayage, tout le monde. parce que le balayage, c'est... C'est le balai ? Oui. Non, c'est embrasser le public, parce qu'il faut donc justement montrer qu'on est heureux d'être là. Si on balaye le public, si on pense balayage, notre tête est une tête de balayeur. Donc c'est subtil en fait. Est-ce qu'il y a d'autres techniques utilisées ? Je sais que vous avez donné beaucoup de cours sur comment on se synchronise vis-à-vis d'une négociation. On parlera de l'électorat après, mais on va faire un jeu de scène si vous voulez bien. Oui. Donc je suis le politicien, vous êtes le représentant syndical. Oui. Donc vous êtes le représentant syndical et vous êtes habillé en blouson bleu. Comment dois-je m'habiller puisque tout est prévu Avec un costume bleu de la même couleur que le blouson du syndicaliste. Est-ce que c'est pour se synchroniser ? Bien sûr, il y a
tous les ministres ont leur garde-robe qui leur est offerte, on choisit. Et si le syndicaliste a une chemise, par exemple, fuchsia, vite fait, au ministre, on va lui donner une chemise blanche avec des rayures fuchsia. C'est ça, je vois l'exemple que vous voulez mettre en avant. Donc le syndicaliste, par exemple, il y a son logo syndical qui est un carré rouge, par exemple. Eh bien, on va mettre dans les mains du ministre un dossier rouge plus grand que le carré rouge du syndicaliste. Ouais, donc tout est complètement calculé. Et on va mettre en plus les gardes du corps, parce que le ministre a des gardes du corps, on va faire en sorte de les habiller à peu près de la même façon que le syndicaliste, si bien que ça rabaisse le syndicaliste au niveau d'un garde du corps. Ouais, d'accord. Donc c'est tout un subterfuge de synchronisation pour garder cette place de dominant-dominé. Voilà, je sais que je vais me faire encore des habits. Non, on discute de manière générale. C'est toujours très intéressant d'évoquer les choses qui sont autour de nous, en face de nous, qu'on voit tous les jours et qu'on a du mal à décrypter. Donc on fait un petit décryptage, si je puis me permettre. Est-ce qu'il y aurait d'autres techniques, par exemple, de présidents qui viennent et qui se serrent la main? Il y a quand même un jeu de force, on le voit. Est-ce qu'on peut décrypter comment ça se passe au premier contact? Bien entendu. Déjà, on apprend, les politiciens, je leur apprends à serrer la main, je ne sais pas si la caméra le voit, mais en ayant la main verticale, avec le pouce écarté, et ouvrir la main de façon à aller vers l'autre en montrant j'ai une main grande ouverte, je n'ai rien à cacher. D'accord. Voilà. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Tous les grands chefs charismatiques l'ont tout le temps fait. Il y en a ceux qui mettaient la main en l'air en montrant l'autre main. Ouais, d'accord. D'autres la pomme. C'est toujours avec. On montre une main. D'autres c'est la main. Salut nazi, mais tous ces gestes, les grands gourous, Jésus-Christ, pareil, la main, c'est les mêmes trucs, les mêmes astuces pour montrer je n'ai rien à cacher, de faire croire en tout cas, je n'ai rien à cacher, je suis franc, je vous montre que je suis à vous. De manière à ouvrir l'esprit des personnes qui sont en face, de manière à ce qu'elles ne mettent pas des filtres qu'on appelle soit filtres forts, filtres faibles. On les met en confiance. Il faut les mettre en confiance. Donc, on va bien sûr pour ça parler, pour suggérer, mais on va aussi écouter, pour guider, pour reprendre les propos de l'autre. D'accord. On reprend ses propos. Il faut toujours en lui disant toujours qu'on est d'accord avec lui. Tout le temps. C'est très bien, mais même pas. Je vais être pour les parents. Vous avez vos enfants qui viennent, un enfant qui vient, maman, et il vous raconte une ânerie gigantesque. Faut pas lui dire mais qui t'a dit une bêtise pareille, c'est idiot, etc. Non. Faut lui dire c'est très intéressant ce que tu me dis. D'ailleurs, ça me fait penser que, et vous donnez votre point de vue à vous, en lui montrant que vous n'avez pas rejeté le sien, mais que vous lui donnez le vôtre, qui est certainement plus intelligent. Eh bien, il faut savoir qu'un enfant de moins de 7 ans, on peut lui donner 10 points de vue. Il y en a un seul d'intelligent, c'est celui-là qu'il choisira. Merci Dany Dandebex. Pour l'instant, on va retrouver la chronique de notre médecin préféré chroniqueur, le docteur Jean-Christophe Charrier. Docteur Jean-Christophe Charrier, bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Gilles, aujourd'hui ça va être un peu piquant. Allez-y. Voilà, je vais pas vous parler du piment, mais de l'ortie. De l'ortie. Voilà. J'imagine qu'elle a un petit nom latin. L'ortie, c'est Urtica urens. Voilà, désolé pour mes prononciations latines, j'ai pas appris le latin, donc je suis un peu de phonétique, c'est vrai. Ça doit en faire rire certains d'ailleurs. Il y a l'ortie, puis je vais vous parler aussi un peu de l'ortie blanche. Il y aurait donc 2 types d'ortie. Oui, qui est l'Amium album, mais celle-là, elle pique pas. C'est l'ortie qui pique pas. Voilà, mais souvent, on les confond. Bien, allons-y pour la première ortie. Alors, la première ortie, elle est intéressante parce que malgré qu'elle pique, elle est anti-allergique. Incroyable. Il y a tout et son contraire dans une plante, et il y a souvent le remède dans la plante elle-même. Ouais. Donc, parce qu'elle est urticariante, ça vient du mot ortie, ce terme urticariant. Et vous savez bien, pour tous avoir été un peu frictionnés par les orties quand vous étiez pas sages, quand vous étiez petits. Non, j'ai pas connu ça. Ça se faisait à une époque dans les campagnes. Bah dis donc, ça faisait circuler le sang, c'est sûr. Par contre, dans les champs, voilà. Oui, on peut se piquer régulièrement avec les orties. Donc c'est les feuilles qu'on va utiliser beaucoup en alimentaire. Donc il y a la soupe d'ortie, il y a les omelettes d'ortie. Ouais. Dans Boule et Bill, on en parle souvent de la soupe d'ortie. Oui, j'en souviens. Voilà. C'est toute une génération, ça. C'est une plante qui protège l'estomac, qui protège les acidités de l'estomac, et qui va aider à avoir une bonne action diurétique, et donc qui va décongestionner le petit bassin. Mais on va utiliser plutôt la racine quand on va vouloir protéger la prostate, qui est une glande masculine, oui.
et parce que la racine d'ortie va nous aider à décongestionner cette prostate et éviter qu'elle ne prenne du volume. D'accord, donc pas les feuilles, la racine. Voilà, pour la prostate. Et c'est là où je reviens sur le lamier blanc, parce que le lamier blanc est une plante qui va nous protéger aussi la prostate. Parce que ça, c'est une plante qui va nous réguler l'axe entre le pancréas et la prostate. Et quel est le lien entre le pancréas et la prostate? Il y a une maladie qui s'appelle les oreillons, voilà, et qui touche à la fois la parotide, le pancréas, la prostate et les testicules. Ouais. Et c'est pas par hasard que ces organes-là sont touchés en même temps par cette maladie-là, parce qu'il y a un lien neurovégétatif fonctionnel. Voilà. Et donc, quand on a des problèmes de prostate, on a souvent un problème chronique de fonctionnalité pancréatique qui vient nourrir notre pathologie prostatique. Intéressant. Voilà. Et donc le lamier blanc va aussi avoir une action diurétique importante et protège aussi de tout ce qui est congestion pelvienne chez les femmes. C'est magnifique. Merci docteur Jean-Christophe Charrier. On peut vous retrouver très facilement sur le site institut-endobiogénie.fr et évidemment tous les dimanches pour notre chronique. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec Dany Dandebex, nous étions en train d'évoquer comment on a une bonne relation avec les enfants. Lorsqu'ils nous évoquent quelque chose, on ne va pas tout de suite en contre, oui mais, etc. On absorbe ce qu'ils racontent et on lui donne une solution. À quel moment une relation intervient à quel moment il y a une relation hypnotique qui intervient entre deux individus? Alors, lors d'une rencontre entre deux personnes, ça passe par trois sens. D'abord, on voit la personne, d'accord ? Ensuite, on l'entend. Bonjour, on entend le timbre de sa voix. Et puis ensuite, on se touche la main. Bien, ça, c'est bien pour une relation commerciale, ça suffit. Mais si on veut, y a une autre chose qui intervient, c'est l'odorat. Donc vous êtes en train de nous emmener sur le spectre sensoriel, voilà. VACOG, visuel. Il y a l'odorat. Si vous êtes en plein mois d'août, la personne a couru, elle sent vous n'en ferez pas un ami. Pas tout de suite en tout cas, ça risque pas, parce que si elle sent là chaque fois, vous n'en ferez pas un ami. Et pour qu'il y ait amour possible, il faut qu'il y ait le goût également, parce que dans le goût, on se fait des bisous et pas que sur la joue, n'est-ce pas? On se plaint de papouilles. Et moi, j'ai eu bien souvent en consultation des couples qui ne fonctionnaient pas, justement parce que il n'y avait pas l'accord sur les 5 sens. C'est ça. En fait, il y a une difficulté d'être sur le même type de canaux parce que l'un et l'autre ont des canaux de sens préférentiels. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Par exemple, si vous avez un monsieur qui est... parce que les canaux, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et vous avez un monsieur qui, par exemple, est visuel en premier, puisque chacun d'entre nous fonctionne bien sûr sur les 5 sens, mais tout le monde fonctionne environ à 55% sur l'un des sens, c'est d'ailleurs indécent, et à 33% sur un autre sens, et puis pour les 3 derniers, c'est 6%, 4%, 2%. Alors imaginez un monsieur qui est visuel, par exemple en premier, et kinesthésique en second. Il a besoin de tout voir et toucher tout. Et il est avec une compagne qui va être auditive, olfactive. Eh bien elle, tout se passe dans le noir, dans l'intimité, et il faut pas arrêter de lui parler. Alors selon ce que l'on est en train de faire, c'est pas forcément pratique, mais bon, le couple ne peut pas avoir un acte intime. D'accord. Donc si on remet ça dans le contexte de la politique, qui est un peu le sujet de notre émission, du coup, c'est exactement pareil. Le jugement de l'autre est conditionné par nos 5 sens, mais bien sûr aussi par nos cadres de référence. Quand le politicien qui va aller voir la boulangère pour lui essayer d'obtenir des voix, il va l'écouter, on va même souvent, bien sûr, à l'avance, lui dire elle est plutôt auditive ou elle est plutôt visuelle, de manière à ce qu'il utilise des phrases dans le même canal que la personne. Si la personne est plus visuelle, on va lui parler avec des phrases telles que « mais vous voyez voilà. »,« imaginez que… » Vous voyez, éclairez-moi la situation, peignez-moi un peu le décor, votre exposé manque de clarté, vous voyez. Alors que si elle est kinesthésique, je prends la situation en main, la situation me glisse entre les doigts, j'avance un tâton dans ce dossier, je m'appuie sur cette idée. Donc l'intérêt aussi d'aller vers les commerçants n'est pas innocent, puisque si vous arrivez à rentrer en sympathie avec un commerçant, il va de fait vous trouver extrêmement sympa et le propager à toute sa communauté. J'ai rencontré un tel, en fait il n'est pas comme on croit, il est super sympa, donc il ouvre son électorat à la communauté du commerçant, si je comprends bien. Exactement. Mais alors là il va beaucoup jouer de la poignée de main.
le commerçant, avec le commerçant, le politicien, parce que quand on s'est donné la main, c'est donné. Ouais, c'est ça. On s'est donné quelque chose. C'est très Et il symbolique. faut faire attention justement à ne pas le prendre, parce que lorsque vous avez une personne qui tend sa main comme ça, c'est plutôt donnez-moi. Il y en a plein le métro. Et si elle tend la main de cette façon-là, c'est la personne qui va vous prendre sans vous demander votre avis. Vous devez donc avoir une main verticale, avec le pouce écarté, grande ouverte. Et si vous avez une personne qui est avec la main pendante comme ça, vous savez qu'en lui tendant cette main comme ça, vous lui donnez de la confiance. Et donc de la confiance en vous. Bien. Et la poignée de main est déjà un geste qui permet de valider ou qui invalide la crédibilité. J'aimerais qu'on continue sur cette fameuse poignée de main et qu'on évoque ce qu'on appelle les ruptures de pattern. On voit parfois des poignées de main douces et souvent une poignée de main très sèche, accompagnée d'un deuxième geste. Qu'est-ce que ça veut dire ? La poignée de main, c'est quelque chose qui relie et qui ouvre, que ce soit une poignée de main ou une poignée de porte. Mais il y a la main qui ouvre et qui donc donne, et puis il y a la main qui ferme et qui prend. Si vous dites à quelqu'un, donne-moi ta main, vous lui demandez un service. Prenez ma main, vous lui donnez quelque chose. Mais disons que si on aborde cette espèce de poignée de main sèche en termes de rupture de pattern, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire qu'on prend la main de la personne et là, on va tourner sa main légèrement, enfin brutalement, parce que si c'est en hypnose, on veut faire une rupture de pattern hypnotique rapide, on va tourner la main rapidement. Je ne sais pas si on voit ma main. On la tourne rapidement et on donne un coup sec vers le bas. En gros, on donne un petit coup sec. Un petit coup sec, pas brutal, mais assez sec, ce qui casse le pattern de la personne. Alors qu'est-ce que c'est que ce pattern, justement ? Un pattern, c'est une habitude. C'est l'habitude. On est habitué, il y a des gens qui sont habitués à tout le temps donner la main de la même façon, à regarder de la même façon, etc. Et c'est mon comportement usuel qu'on essaie de casser. C'est-à-dire, j'arrive dans un état d'esprit vers vous, j'ai une certaine déjà configuration de la manière dont je vais vous parler, et vous arrivez avec une poignée de main sèche, ça brise un peu ma configuration. C'est ça qu'on appelle la rupture de pattern pour déstabiliser l'individu. Exactement. Et si c'est en hypnose, mais en hypnose spectacle, par exemple, dans ce cas-là, on va faire le hypnose, on va dire dors brutalement. C'est à ce moment-là et la où personne va tomber. Mais attention, elle n'est pas encore sous hypnose. On a fait une rupture de pattern et plein de gens confondent, croient que la personne est sous hypnose. Il faut immédiatement derrière enchaîner. Plus votre corps s'endort, plus votre esprit s'éveille à ma voix et à tout ce qui est bon et utile pour vous. C'est bien de confiance. Et en ce moment, ce qui est bon et utile pour vous, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Ce sont des et on va inductions. l'amener à ce que nous, on a envie. D'accord. C'est donc un peu vicieux. Manipulatoire. J'imagine que pendant des négociations, il y a tous ces enjeux-là qui sont sur les tables et dont les politiciens se servent. Moi, ça m'est arrivé avec Sans nom. le Pas de nom. politicien qui a l'oreillette et puis je lui glisse quelques petites choses. D'accord, vous étiez en contact avec oui. pendant les négociations. Moi, je regarde et puis avec certains grands commerciaux. D'accord. Oui, parce que c'est valable aussi dans le milieu industriel, j'imagine. Dans le monde entier. Bien. En tout. En politique, en militaire, pour les militaires aussi, pour un chef de guerre. Ouais. Convaincre. Il y a un livre d'ailleurs, sur ce sujet, Sectarus. Sectarus. Sectarus, c'est un livre c'est un monsieur qui est mort il y a 3 ans maintenant, le général Morin, général 3 étoiles. D'accord. Il avait écrit Sectarus à l'époque où il était capitaine. Son rôle pendant la guerre d'Algérie, c'était d'aider à conditionner les légionnaires à aller au combat, même en sachant qu'ils allaient mourir. Ouais, d'accord. Il explique bien que le principe des sectes, c'est pour ça que ça s'appelle Sectarus. Comment on enrôle quelqu'un et comment on le convainc à nous obéir. Ouais, c'est ça. Alors pas toujours à des fins honnêtes. Absolument. Donc il y a toujours cette espèce de manipulation, se synchroniser avec l'autre pour le convaincre, l'emmener à épouser nos propres idées. J'imagine qu'au niveau des médias, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Mais déjà en individuel, par exemple, sur la poignée de main, si on regarde une personne, parce que j'ai pas fini dans la rupture de pattern tout à l'heure, allons-y. Si on regarde une personne, qu'on la regarde dans son œil gauche, on stimule son cerveau droit, donc ce qu'on lui dit, c'est comme si ça faisait partie de son passé. Si on la regarde dans son œil droit, on stimule le présent. Je suis en train de le faire là. Alors que si on la regarde entre les deux sourcils, Ouais, c'est ça, et à distance. à ce moment-là, on associe cerveau gauche, cerveau droit, la personne est attentive à ce qu'on lui dit. Mais si, sur un mot ou sur une phrase, on la regarde d'ici, mais en regardant 50 ou 100 mètres plus loin, Entre ce les qu'on yeux dit, et derrière elle la croit tête. qu'elle l'avait pensé avant nous. Alors si on lui dit par exemple, je pense que nous sommes d'accord, elle va vous répondre, évidemment, c'est ce que j'allais vous dire. On se synchronise plus fort.
Voilà. Effectivement, donc dans les médias, il y a quand même aussi la récurrence de l'information répétée, qui au final devient une induction et contourne ce qu'on appelle le facteur critique, c'est-à-dire qu'on n'émet plus l'hypothèse que ce soit faux, mais on finit par l'accepter, n'est-ce pas? Ah ben c'est une acceptation totale. Mais si vous dites une chose à une personne par un seul canal sensoriel, il faut savoir qu'elle l'oublie dans les 20 secondes. Par 2 canaux, elle l'a entendu, bien sûr, mais grâce au 2e canal, elle le retient. Si on le dit par 3 canaux, Oui. elle l'entend, elle le retient, et ça devient sa conviction. D'accord. Donc Enfin, en elle fait, accepte plus exactement. Si on le dit par 4 canaux, ça devient pour elle une conviction, et si on le dit par 5 canaux, ça devient pour elle une croyance. Toutes les religions, toutes les sectes utilisent ces techniques. oui, dans les rituels, dans le discours, dans la posture, donc le rituel, c'est déambuler, par exemple dans une église ou dans un lieu de culte d'une certaine manière. Donc là, on emmène le kinesthésique en plus du visuel, de l'auditif, etc. Puis il y a l'olfactile avec les encens, parfois, les choses comme ça, si je comprends bien. On utilise les 5 sens. N'est-ce pas? Alors malin. une forme fantastique, c'est celle-là. Quand on dit à quelqu'un, je pense que nous sommes d'accord, la personne dit oui. Parce que tout ce qui se passe sous une voûte, Avec on le le geste croit, de la voûte, on c'est adhère à dément. 75%. C'est D'accord. pour ça que tous les lieux de culte, quels qu'ils soient, de toutes les sectes du monde entier, sont sous des voûtes. N'est-on pas envoûté dans ces C'est cas-là? pour nous envoûter. Exactement. Merci beaucoup, Dany Dandebex, pour la qualité de vos éclaircissements. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer, chers auditeurs, l'excellent livre de Dany Dan, Les techniques secrètes de l'hypnose pour mieux communiquer. Et nous, on se retrouve à 15h30 dimanche prochain sur Sud Radio, évidemment. En attendant, restez en forme. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.